Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour La Fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. Comment t'as passé le week-end? Un bon week-end, tranquille, en famille. J'ai pas bougé, comme D'accord. d'habitude. Quand tu es en famille, tu fais quoi? Je suis avec les enfants. Oui, on sait je lis que beaucoup, tu es avec les enfants. Je lis beaucoup. Tu peux lire et puis les enfants sont à côté. Jean-Paul, c'est pas vrai. Non, je peux lire. Non, ça, je m'enferme en général. D'accord, je préfère m'enfermer. Je peux pas. J'alterne entre la chambre quand je veux un peu de tranquillité, quand je veux lire. Et surtout m'informer sur ce qui se passe dans le monde pour préparer mes futures chroniques et aussi des moments de divertissement avec les enfants devant la télé et autres. D'accord. Voilà. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? Ça nous emmène en Ukraine où, comme je l'ai dit, et puis c'est pas un secret de polichinelle, on constate de plus en plus que la situation semble de plus en plus défavorable pour le régime de Kiev, défavorable à la fois sur le plan militaire, défavorable à la fois sur le plan financier, économique et financier en termes de soutien, défavorable sur le plan politique aussi. Parce qu'il y a un certain nombre de questionnements qui avaient été mis de côté, mais qui commencent à ressurgir. Aussi bien du côté des alliés de l'Ukraine que du gouvernement même de Volodymyr Zelensky à Kiev. Alors, pour ça, je vais prendre deux événements pour essayer de résumer. Le premier événement, c'est un article qui a été publié par un célèbre magazine américain qu'on appelle The Economist. Et dans ce magazine, il y a une personnalité importante de Kiev qui prend la parole, et ce n'est pas n'importe qui, c'est le général Valery Zaluzhny, qui est le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Il est rentré en fonction en 2021, donc soit un an avant le début du déclenchement de l'offensive russe en Ukraine. Et donc, c'est lui qui avait conduit la première contre-offensive de l'été dernier, qui avait été couronnée de succès, puisque un grand nombre de territoires avaient été reconquis par Kiev, à peu près 300 000 km², et notamment une partie, la totalité de l'Oblast de Donetsk, une grande partie de Kherson. On avait repoussé les Russes, la totalité des forces russes du côté du fleuve Dniepr, même si repousser, ce n'est pas véritablement la réponse c'est pas véritablement le terme qu'on devrait employer, puisque j'en avais parlé ici il y a un an, c'est-à-dire que les Russes avaient fait un repli stratégique, un repli tactique pour éviter qu'à peu près 30 000 de leurs hommes ne soient pris en étau par les forces armées ukrainiennes qui avaient très très bien opéré il y a un an leur contre-offensive. Et donc à partir de là, les Russes ont très bien appris, ils ont appris de leurs erreurs, et c'est ça la grande chose qu'il faut retenir, c'est que les Russes ont énormément appris de leurs erreurs passées, et donc à partir de là, ils ont eu à peu près 9 mois pour réorganiser toute leur stratégie, notamment leur stratégie défensive, en attendant justement que les forces armées ukrainiennes décident de leur contre-offensive. Et d'autant plus que c'était un secret de polichinelle. Tous les dirigeants occidentaux, qu'ils soient américains ou européens, appelaient les Ukrainiens à rééditer l'exploit de l'année dernière, donc à refaire une deuxième contre-offensive. Mais cette fois-ci, cette contre-offensive était censée repousser les Russes de la totalité des terres, de la totalité des régions ukrainiennes qu'elles détenaient, donc les repousser jusqu'en Crimée, voire même au-delà de la Crimée, donc revenir même jusqu'avant les frontières de 2014. Et donc pour cela, Volodymyr Zelensky, on se rappelle ici, avait fait le tour des chancelleries occidentales, il était aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, etc., où on lui avait promis des armes, on lui avait promis aussi des avions, on lui avait promis des chars. Les chars sont arrivés, les chars Abrams américains, les chars Léopard allemands, et les chars Leclerc français. Donc tous ces équipements-là sont arrivés. Sans oublier que par la suite, même un certain nombre d'armes que les Américains refusaient, les Occidentaux refusaient de lui donner, notamment des armes à sous-munitions, des missiles longue portée, ceux qui peuvent aller à des distances dépassant les 200 km, donc les attaques MS américains et même des missiles longue portée français. Donc tout ça, toutes ces armes-là lui ont été offertes avec pour contrepartie le fait que rapidement, avant l'hiver de cette année, les Ukrainiens puissent reconquérir leur territoire. Et maintenant, mais les gars qui leur ont donné les armes savaient que ce n'était pas possible.
Non, les gars qui leur ont donné les armes pensaient que c'était possible. Maintenant, ils leur ont donné comme objectif, on vous donne les armes, on vous donne de l'argent, on vous donne tout ce que... Enfin, on vous donne ce que nous, on veut bien vous donner, parce qu'ils n'ont pas donné tout ce que les Ukrainiens ont demandé. S'ils donnaient tout ce que les Ukrainiens avaient demandé, ils auraient livré des avions de chasse depuis. Or, jusqu'à présent, les avions de chasse, il y a quelques avions de chasse, notamment ceux des anciens avions de chasse russes qui étaient détenus par les anciennes républiques du bloc soviétique, telles que la Pologne, telles que la Slovénie, etc. C'est la Slovaquie. Ces avions-là ont été effectivement donnés aux Ukrainiens, mais on le sait aujourd'hui, lorsque l'on lit par exemple sur certaines plateformes comme Telegram, plateformes dans lesquelles je suis un peu l'évolution de la situation du côté russe, eh bien, les Russes, par exemple, estiment que rien que depuis le début de cette contre-offensive, il y a plusieurs dizaines d'avions de chasse ukrainiens qui ont été détruits. Et donc, le général Valery Zaluzhnyi, dans cette interview à The Economist, donc, essaie de faire le point après 5 mois de contre-offensive ukrainienne. Et donc, malheureusement pour l'Ukraine et ses alliés, il fait un constat amer, c'est-à-dire que la contre-offensive ukrainienne est un échec. Elle n'a pas évolué d'un véritable état. Il prend pour preuve que après 5 mois de conflit, ce n'est que 17 km² que les Ukrainiens ont pu reconquérir sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres carrés qu'ils espéraient. Dans les calculs, dans les projections qui avaient été faites en préparation de cette contre-offensive, ils espéraient faire une progression d'environ 3 km par jour. Et donc, au terme, si on prend les ratios de 3 km par jour, logiquement, au bout de 5 mois de combat, il serait normalement aux frontières avec la Crimée. Donc, l'ensemble, si tu veux, des territoires d'après 2014 auraient déjà été reconquis. Donc, Donetsk, Lugansk et toutes ces outplaces-là auraient normalement dû être reconquises. Malheureusement, il constate non seulement que sur la ligne de front de 1200 km, près de 90%, il y a eu un véritable statu quo, c'est-à-dire que les Ukrainiens n'ont pas avancé véritablement. Pire, sur l'outblast de Donetsk, qui reste la seule outblast contrôlée en grande partie, dont les grandes villes sont encore contrôlées par les forces armées ukrainiennes, il constate aussi que malheureusement, la Russie est en train de dangereusement progresser. On a vu sur la ville de Robotine, il y a un mois, les Occidentaux disaient que les Ukrainiens progressaient, par Robotine, ils avaient peut-être obtenu le point de percée qu'ils recherchaient pour pouvoir traverser le système de défense russe. On se rend compte qu'un mois plus tard, on ne parle plus de Robotine. Robotine est tombée. Maintenant, il reste que la ville d'Avdiivka qui risque de devenir un nouveau Bakhmout, c'est-à-dire une ville assiégée, pilonnée par l'artillerie russe quotidiennement, chaque jour, avant que maintenant les troupes au sol ne viennent raser bloc par bloc chacune des maisons, des bâtisses de la ville, et donc pousser les Ukrainiens vers la sortie. Et donc c'est un peu ce constat amer là que justement le général fait. Mais il n'en veut pas aux Occidentaux parce qu'il estime que... Il n'en veut pas aux Occidentaux, pourquoi ? Parce qu'il estime que les Occidentaux n'étaient pas obligés de leur apporter leur aide, notamment militaire, avec des armes, et que deuxièmement, pour que l'Ukraine puisse reconquérir cette terre, pour que l'Ukraine puisse reprendre le dessus militairement, il faudrait véritablement qu'on mette à leur disposition des armes d'une avancée technologique jamais vue. Il prend par exemple la percée technologique qu'avait représentée la poudre à canon au XIIIe siècle. Donc il faudrait une arme qui ait une puissance telle qu'elle pousserait les Russes à reculer. Alors lorsque l'on lit entre les lignes, on ne voit que deux choses, ou c'est l'arme atomique, ou bien les Occidentaux donnent toutes leurs dernières armes, si c'est l'aviation des F-35, si c'est l'artillerie, tout l'arsenal technique et technologique dont disposent les Occidentaux. Or, actuellement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que la situation géopolitique change et elle a considérablement évolué depuis le 7 octobre. Évoluer à contresens de ce qu'espéraient les Ukrainiens. Pourquoi ? Parce qu'avec le déclenchement de cette nouvelle guerre entre Israël et le Hamas, les Américains ont dû revoir leur aide, ils ont dû revoir toute leur politique en matière de soutien à la fois financier et militaire à l'Ukraine. Et donc, on le voit aujourd'hui,
Rien que pour le mois d'octobre, il faut savoir que l'aide américaine, par exemple, envers l'Ukraine a chuté de 97%. Donc, il n'y a que 3% de l'aide qui était l'aide militaire en termes d'équipement et autres attendue par l'Ukraine durant le mois d'octobre. Seul 3% est arrivé à Kiev. 97% n'est plus arrivé. Ça a pris une autre direction. Ça a pris la direction d'Israël. Donc, là-bas, évidemment, il y a, pour les Américains, notamment aussi pour cette question du soutien à Israël qui n'est pas contestable, autant que l'on soit démocrate ou républicain, le soutien à Israël reste prioritaire, puisque Israël reste l'allié indéfectible des États-Unis. Mais par contre, à l'intérieur de l'appareil politique américain, il y a des déchirements. Joe Biden avait tenté, à la suite de l'élection de Mike Johnson en tant que nouveau speaker de la Chambre des représentants, de faire passer un paquet d'aides. Dans ce paquet d'aides, il y avait à la fois de l'aide pour Israël, pour lui permettre de continuer son offensive sur la bande de Gaza. Il y avait un package destiné à l'Ukraine pour évidemment continuer à soutenir ce pays face à ce que Washington considère comme étant une invasion de la Russie. Et puis un troisième paquet d'aide qui visait à relancer, si tu veux, la consommation nationale, parce qu'il faut savoir que les effets des sanctions imposées par les États-Unis et les Occidentaux sur la Russie ont impacté, si tu veux, un certain nombre de marchés internationaux, et ce n'est pas sans effet, malheureusement, contre les Occidentaux. Donc, les Américains subissent les effets de leur politique extrêmement agressive vis-à-vis de la Russie depuis le déclenchement de la guerre du 24 février 2022. Mais évidemment, ils ne subissent pas les mêmes effets d'un point de vue économique comme le subissent par exemple les Européens, en termes desquels les Allemands, qui véritablement payent le prix fort de leur choix politique. Bref. Mais donc la Chambre des représentants a refusé d'accorder une aide à l'Ukraine. Et donc ça, c'est effectivement très problématique, puisque les États-Unis avaient l'intention d'envoyer 44 milliards de dollars à l'Ukraine pour justement l'aider à faire face toujours aux besoins liés à la guerre. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, il faut savoir que les Américains restent énormément divisés sur la question. S'il y a un an, plus de 80% des Américains estimaient qu'il fallait soutenir l'Ukraine, aujourd'hui, ce n'est que 45% des Américains qui veulent que les États-Unis continuent de soutenir l'Ukraine. Et mieux, lorsque l'on interroge les sympathisants ou les militants du Parti républicain, on monte à 75% de ces militants et sympathisants qui ne veulent plus que les États-Unis apportent leur aide à l'Ukraine. Donc, de ce point de vue-là, il y a véritablement, l'Ukraine est en difficulté, alors qu'en face, les choses semblent aller pour le mieux, puisqu'il faut le savoir, Vladimir Poutine est en position de force géopolitique, parce que à cause du conflit en Israël, l'attention médiatique qui était focalisée sur le conflit en Ukraine est détournée vers Israël. Poutine, qui était en position de paria, en position d'agresseur, d'oppresseur, devient maintenant le négociateur, devient le médiateur. Il ne faut pas l'oublier, une délégation iranienne et du Hamas avait été reçue à Moscou il y a environ une semaine. Et donc là, la Russie essaye de jouer avec un certain nombre d'autres grands acteurs de la région, l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Iran, essayer de trouver une autre alternative au conflit en cours en Israël. Et donc tout ça fait que non seulement il n'y a plus d'attention médiatique sur le conflit en Ukraine, deuxièmement, Zelensky, qui était régulièrement présenté comme un héros, comme un véritable stratège à la fois politique et médiatique, un véritable homme providentiel pour l'Ukraine, aujourd'hui, de moins en moins de médias sont conciliants. La preuve, le dernier numéro du Times fait une critique extrêmement dure à l'endroit de Volodymyr Zelensky. On le dit isolé au sein même de son appareil ukrainien, on le dit extrêmement critiqué en interne, mais il est un peu enfermé dans son bunker, à l'image, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le Time, à l'image d'Hitler lors des derniers mois avant la chute du Reich en mars-avril 1945, où c'était un homme totalement qui n'écoutait plus ses conseillers, qui n'écoutait plus personne, qui était enfermé dans son espèce de rêve-là. Et la preuve, la dernière interview qu'il avait accordée à un journal occidental, il avait dit que
personne ne croit plus en la victoire que lui. Donc lui reste encore dans cette croyance-là qu'il peut parvenir à ses fins, qu'il peut parvenir à une victoire, alors que ses alliés n'y croient plus. On en veut pour preuve un canular dont aurait été victime Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Elle avait accordé une interview à des humoristes russes qui s'étaient fait passer pour des hauts représentants de l'Union africaine. Et donc, à ces Russes-là, elle avait fait un certain nombre de révélations, notamment en ce qui concerne le conflit en Ukraine. Elle expliquait qu'en réalité, les Occidentaux, donc les Européens, savent pertinemment que Volodymyr Zelensky n'a aucune chance de remporter le conflit, mais qu'ils continuaient à le soutenir pour une question d'ego. Et ils essayent d'éviter l'humiliation en trouvant une solution qui pourrait permettre à Volodymyr Zelensky et à ses alliés de sortir par le haut. Donc, et on continue à financer la guerre en Ukraine, on continue à envoyer des armes à Volodymyr Zelensky en espérant qu'il aura peut-être un petit gain territorial qui pourrait être revendiqué comme étant un moyen, comme une véritable victoire, et donc par la suite qui pourrait permettre d'obliger au moins les Russes à accepter de discuter et permettre cette humiliation-là qui viserait à faire la démonstration aux yeux du monde que les armes occidentales, que le soutien occidental n'aura pas été suffisant ou n'aura pas permis à l'Ukraine de reconquérir les territoires qu'elle aura perdus depuis le 24 février 2022. Donc il y a cette espèce de volonté des Occidentaux, même s'ils disent qu'ils croient en la victoire, en réalité, selon les propos tenus par Giorgia Meloni, les Européens ne croient plus en une véritable victoire, dans le sens où ils ne croient plus que les Ukrainiens soient capables de reconquérir l'ensemble des territoires pris par les Russes, mais ils espèrent, en continuant de le soutenir, que la situation va peut-être s'enliser à une espèce de statu quo qui devrait obliger les Russes à venir néanmoins à la table de négociation pour que l'on arrive à une espèce d'armistice, un peu à l'image de ce qui se passe entre les deux Corées, c'est-à-dire qu'on a une ligne de démarcation entre les territoires conquis par la Russie et le gouvernement ukrainien, et puis à partir de là, on va discuter sur la mise en place d'un cessez-le-feu et les troupes seront stationnées de part et d'autre de cette nouvelle ligne de démarcation ad vinam aeternam. Merci Jean-Paul. C'est un peu dans cette situation malheureusement que se trouve l'Ukraine aujourd'hui. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.